Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence de cette nouvelle année 2022. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sécurité informatique partie 2. Merci à Movadom Allié, Adapsia, qui co-réalise cette visioconférence. Merci au département de la Seine-Saint-Denis et qui finance cette visioconférence grâce à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le concours de la CNSA. Aujourd'hui, je serai votre hôte. Je m'occuperai de répondre dans le chat à vos questions. Je répondrai éventuellement aux problèmes techniques de perte de son ou de problèmes de connexion. Et je suis donc Pascal Macias, ravi de vous retrouver. Vous pouvez vous inscrire à nos différentes visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Et à la fin de la conférence, on pourra se retrouver. J'ouvrirai vos micros si jamais vous avez des questions. Vous pourrez directement les poser à Julien, qui va se présenter et prendre la main sur cette visioconférence. Merci Pascal, bonjour à tous, bonjour Anne, Annie, Nicole, Cathy, Christian, Elisabeth, tout le monde. Alors moi j'aime bien faire un truc interactif avec les présentations. Vous qui assistez en direct, alors vous qui nous regardez en replay, vous n'avez pas cette fonction évidemment, bienvenue à vous. Mais pour tous ceux qui sont en direct avec moi, vous avez un bouton quelque part pour lever la main ou pour envoyer un petit cœur ou pour envoyer, voilà, vous avez un bouton, voilà. Alors ça, c'est pour envoyer en direct des petits cœurs, des petites choses, et vous avez un bouton tout à droite pour lever la main. Voilà, donc lever la main. Moi, ça me permettra de faire des sondages comme ça à main levée, et tout au long de la présentation, je vais vous solliciter pour savoir un petit peu votre avis là-dessus. Bien, moi donc je suis informaticien depuis une vingtaine d'années. Je travaille aussi pour les jardins numériques. Donc merci aux jardins numériques pour les moyens techniques d'aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que j'ai pris le contrôle? Ouais, j'ai pris le contrôle. Aujourd'hui, on va faire un rappel rapide sur ce qu'on avait vu lors de la première présentation. Et ensuite, on verra un peu plus en détail la sécurité, un thème important de la sécurité informatique qui concerne les sauvegardes. On verra ce que c'est que le VPN. Vous avez certainement entendu parler de VPN. On va voir en détail qu'est-ce que c'est. On va parler aussi de domotique, un sujet étonnant, mais donc c'est un sujet que je connais bien pour travailler avec des domoticiens. Et là-dedans aussi, il y a des petits soucis de sécurité informatique. On va voir ça un petit peu en détail. Alors, on va faire un rappel de ce que c'est que l'identification et l'authentification. Alors, l'identification, ça sert à dire qui on est. Et l'authentification, ça sert à prouver que l'on est bien la personne que l'on prétend être. Donc, il y a identification et authentification, c'est pas la même chose. L'authentification a deux facteurs. Vous avez peut-être entendu parler d'authentification à deux facteurs, c'est ou plus. C'est quand on doit fournir au moins deux preuves de qui on est. C'est-à-dire, il faut mettre un mot de passe plus répondre à un SMS, ou alors un mot de passe plus une carte, ou un mot de passe plus quelque chose, ou alors un code plus quelque chose d'autre, plus encore quelque chose d'autre. Ce sont des facteurs d'authentification. Il en faut au moins deux pour qu'une authentification soit à peu près sûre. Ensuite, on a parlé de mots de passe et on a discuté de la complexité versus se souvenir d'un mot de passe. Alors, l'ADN d'un mot de passe doit être composé de chiffres, de lettres, de trucs dans n'importe quel ordre. Et on a vu que c'était important de ne mettre ni prénom, ni don, ni date de naissance, ni nom du chien, ni nom des enfants, ni tout un tas d'informations pour éviter l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est quand quelqu'un connaît suffisamment d'informations sur vous pour arriver à essayer de bricoler et deviner un mot de passe. Si la personne sait que votre fille s'appelle Mathilde, qu'elle est née en 1982, la plupart du temps, les gens mettent des choses qu'ils connaissent et les accolent
Et donc du coup, pour peu que quelqu'un en sache suffisamment sur vous, il va essayer de bricoler quelque chose et parfois ça peut tomber juste. On ne met pas de mots du dictionnaire non plus, parce que ça c'est trop facile pour les machines qui essayent de forcer le mot de passe. Et d'ailleurs la force d'un mot de passe, c'est le nombre de combinaisons possibles multiplié par le temps entre 2 tentatives. On a vu qu'avec 8 caractères, il y a des milliards de combinaisons possibles. Oui, déjà des milliards de combinaisons possibles. Et quand il y a plus de 8 caractères, il y a encore plus de milliards de combinaisons possibles. Sachant qu'un caractère, ça peut être une lettre minuscule, majuscule, un chiffre, ou un caractère spécial comme un point d'interrogation, un tilde, un apostrophe, ce que vous voulez. Un bon mot de passe est facile à se souvenir et difficile à deviner. Donc il y a une équation à résoudre de trouver un mot de passe qui soit facile à se souvenir. Alors évidemment, c'est facile de se souvenir quand on met le nom de sa fille et son année de naissance, mais c'est facile à deviner. Et à l'opposé, un mot de passe avec des lettres et des chiffres complètement mélangés et aléatoires, ça va être difficile à deviner, mais impossible à se souvenir. Et ça va être tellement impossible à se souvenir qu'on va commettre l'erreur de le noter quelque part. Donc, on ne révèle pas de détails sur sa vie à n'importe qui. On n'écrit pas le mot de passe sur un post-it sur l'écran. Je le vois, je sais qu'il y en a qui le font. Ni dans un carnet dans le sac à main. Ne levez pas la main ceux qui le font, hein. Ni sur un papier au mur, comme le font parfois aussi certaines entreprises. Là, on est à la direction générale de la sécurité de l'État, du machin. Et donc, c'est une photo qui est parue dans la presse. Et évidemment, vous voyez dans cet encadré qu'il y a les informations pour se connecter au Wi-Fi. Donc, bravo les gars, ils ont tout compris, ou pas. En parlant du Wi-Fi, justement, on a vu qu'un SSID, c'était le nom du réseau. Le nom du réseau est donné par défaut par l'opérateur de votre box. Donc ça peut être Livebox quelque chose, Bbox bidule, SFR machin, Freebox truc. Il peut aussi être personnalisé. Donc ça, vous allez dans les paramètres de votre box et vous pouvez mettre n'importe quoi du moment que vous le définissez. Alors vous pouvez mettre un mot quelconque, saucisson. Si vous êtes un lieu public, vous pouvez mettre hôtel Les Jonquilles, comme ça on sait que c'est le Wi-Fi en question et pas celui du voisin. Vous pouvez mettre un truc bizarre comme Tintin Emilou 48 ou quelque chose qui vous identifie. En revanche, ne mettez pas Wi-Fi Famille Durand ou Wi-Fi Mathilde Duchemin. Voilà, parce que sinon, c'est comme si c'est la même chose que si vous le mettiez sur la fenêtre et dire voilà, ici c'est chez nous, venez tenter de vous introduire dans notre réseau de la maison. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques à connaître. Ne mettez pas ne mettez pas de quoi vous identifiez personnellement dans le nom du réseau. Les mises à jour logicielles, on a vu que l'utilité, c'est qu'elles servent à corriger les défauts de votre logiciel. Elles servent aussi à améliorer les fonctionnalités du logiciel, à apporter de nouvelles fonctionnalités. Ça sert aussi à combler les failles de sécurité de votre logiciel. Ça arrive de temps en temps. Il y a des logiciels qui ont des failles qui sont découvertes et l'éditeur va pousser une mise à jour pour combler cette faille de sécurité. On a aussi parlé des virus. Alors à l'époque, les virus étaient mesquins, ils servaient juste à vous embêter. Maintenant, ils en veulent à votre argent en se comportant comme des preneurs d'otages et demandant des rançons. Pour s'en prémunir, il faut disposer d'un système d'exploitation récent et à jour. Alors actuellement, c'est Windows 10 ou Windows 11. Il faut disposer d'un antivirus payant et très cher, mais ça, c'est seulement si on détient des données très sensibles. La plupart du temps, les antivirus gratuits que vous allez trouver sont inutiles et j'insiste là-dessus, les antivirus gratuits sont inutiles. Vous connaissez certainement le dicton qui dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors pourquoi ils sont inutiles? C'est parce qu'en fait, ils vont pas faire grand-chose à part vous demander de payer pour la version payante, et ils vont se comporter comme des voyous, véritablement. C'est-à-dire qu'ils vont vous protéger en vous empêchant d'utiliser correctement votre ordinateur. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire un truc, ils vont vous dire: «Attends, bouge pas, je bloque l'ordinateur des fois qu'il y a des choses et tout». Non, mais et vous allez lui dire: «Mais attends, je t'ai éteint hier soir, je te rallume
pendant la nuit, je te rallume ce matin, il s'est rien passé, donc qu'est-ce que tu vas chercher à des virus partout? Mais donc du coup, ils vont bouffer une quantité de ressources phénoménale de votre ordinateur. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre ordinateur et ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par aller chez votre copine pour aller utiliser son ordinateur, qui marche mieux. Voilà. Donc ne mettez pas d'antivirus gratuit. L'antivirus inclus dans Windows 10, qui s'appelle Defender, il est très largement suffisant et je pèse mes mots, il est vraiment, vraiment efficace celui-là. Il dispose de mises à jour récentes et ne consomme que très peu de ressources. Maintenant qu'on a vu ça, c'est OK pour tout le monde, on va voir un peu les sauvegardes. Alors, la sécurité informatique, donc dans la sécurité, c'est pas forcément les gens qui essayent de s'introduire chez vous pour vous voler vos données ou pour essayer d'utiliser votre ordinateur à votre place, c'est aussi vos données. Alors, qu'est-ce qu'on peut sauvegarder? Quelles données à sauvegarder? La plupart du temps, ce qui arrive en tête, c'est vos photos. Vos photos, vos souvenirs, c'est important de les sauvegarder quelque part. Vos documents numériques, alors, vous allez recevoir de la part, des administrations de votre banque, tout un tas de documents. Ces documents, ils sont accessibles en ligne, mais on aime bien en avoir une copie chez nous. Donc c'est le genre de choses qu'il faut sauvegarder, hem, pour pouvoir, avoir la main dessus quand c'est nécessaire. C'est surtout dans la notion de sauvegarder, c'est éviter de les perdre. Donc tous vos documents importants numériques, vos vidéos, vos documents papier que vous pouvez numériser avec un scanner. Donc si vous disposez d'un scanner, vous pouvez, scanner tous vos relevés bancaires, tous vos documents d'assurance, tout ce que vous avez sur papier. C'est bien d'en avoir des photocopies, mais maintenant on est dans une ère moderne et c'est encore plus pratique de les sauvegarder quand on les a numérisés, donc quand on les a scannés. Vos photos papier ou pellicule, ça aussi, donc les photos papier, vous pouvez les scanner, mais les pellicules et les diapositives, ça se scanne aussi. Alors je vous apprends peut-être quelque chose, on peut scanner des pellicules ou des diapos avec un scanner spécial, ça coûte plus rien maintenant. Ça coûtait une fortune à l'époque, mais maintenant ça ne coûte plus rien. Pour 50 ou 60 euros, vous avez, sur Amazon, sans faire de pub, vous avez des scanners à diapos. Ça ressemble à comment? C'est grand comme un rouleau de, voyez, voilà, c'est grand comme un rouleau de sopalin. Dedans, il y a, comment dire? Il y a un support en plastique, vous mettez vos diapos dedans ou vos négatifs et vous insérez ce rail dans la machine, vous appuyez sur le bouton et ça s'occupe de tout. Ça va scanner, directement sur une carte mémoire ou directement dans votre ordinateur et vous allez pouvoir avoir, de cette manière tous vos souvenirs et vos documents, photos, pellicules ou diapos dans votre ordinateur. Maintenant qu'ils sont dans votre ordinateur, il s'agirait de les copier ailleurs. Alors, au niveau des sauvegardes, on peut pas sauvegarder n'importe quoi, n'importe comment et je vais vous expliquer pourquoi, comment. On doit satisfaire les critères suivants. La redondance, c'est-à-dire que vos données doivent être sauvegardées sur plusieurs supports, à plusieurs endroits. Oui, ça fait du boulot. La pérennité du support dans le temps. C'est important que ce sur quoi on va enregistrer les données sera encore en bon état après plusieurs années. Si vous sauvegardez sur des CD, heu, c'est important que, ben, votre CD dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il soit encore lisible. Vous avez peut-être, dans vos armoires des CD qui sont un petit peu vieux et sur lesquels vous avez sauvegardé des trucs et vous vous apercevez que votre CD n'est plus lisible. Ça, c'est parce que les CD, on va y revenir tout à l'heure, à l'époque, n'étaient pas le plus pérenne de tous les supports. On prend la disquette, par exemple, la disquette, au bout d'un moment, pour peu qu'elle ait été mal entreposée, heu, alors les données peuvent, disparaître du support. Donc la pérennité du support, c'est sa capacité à conserver les données en bon état dans le temps. Et ensuite, il y a un autre problème qui est la rétrocompatibilité.
compatibilité du support dans le temps. C'est-à-dire que est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il existera encore des lecteurs en état de marche pour lire le support dans plusieurs années? Parce qu'à l'époque, peut-être que vous vous souvenez que vous avez peut-être utilisé les lecteurs SideQuest ou des unités de sauvegarde à bande ou ce genre de trucs qui fonctionnaient très bien à l'époque. Et on se retrouve maintenant avec les placards pleins de ces disques ou de ces bandes, mais on n'a plus le lecteur qui va avec. Ou alors le lecteur, soit il fonctionne plus, parce qu'il est grippé, il est rouillé, soit il fonctionne encore, mais par contre, il est plus du tout compatible avec Windows 10 et on est très ennuyé pour récupérer ces données. Donc pour récupérer ces données, on est obligé de monter une vieille machine avec un vieux système d'exploitation, heu, pour faire marcher ce bon vieux lecteur sur lequel il y a le fichier important, il y a mon manuscrit de mon livre que j'avais écrit, il y a 20 ans, 30 ans et que, il y a que sur cette vieille bande que ça marche et j'espère que la bande, elle sera encore lisible. Donc vous voyez, il y a une équation savante à trouver et un choix à faire sur le support sur lequel on va écrire les données et est-ce que le lecteur existera ou sera encore compatible dans plusieurs années? Et on doit aussi résoudre des contraintes de place, c'est-à-dire est-ce que j'ai assez de place dans mes placards pour stocker tous mes supports? Si vous avez, une quantité phénoménale de données à stocker sur, des supports qui ont peu de place, bah, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de supports à stocker. Donc est-ce que vous avez assez de place dans vos placards? Alors c'était vrai à l'époque quand on mettait pas beaucoup de données sur des bandes et on avait du coup des CD qui s'empilaient partout, est-ce que j'ai assez de place dans mes placards pour stocker tous mes supports? Et l'espace, c'est combien de données est-ce que je peux stocker sur chaque support? Pour rappel, sur une disquette, on stocke 1 méga et quelques, 1 méga 4 de données. C'est pas beaucoup. À l'heure actuelle, un fichier Word, pour peu qu'il soit un petit peu, fleuri, bah, sur une disquette, il tient plus. Et aussi, une contrainte de disponibilité, c'est-à-dire combien de temps me faut-il pour accéder à mes données? Donc, est-ce que, c'est sur un support qui est super pratique, que j'ai juste à brancher, dans l'ordinateur et j'accède à mes données tout de suite? Ou alors est-ce qu'il va falloir que j'aille à la cave, dans le placard numéro 3, que j'aille au tiroir numéro 12, que j'aille chercher la disquette numéro 159 pour retourner sur mon ordinateur, pour le mettre dedans? Donc c'est la disponibilité, c'est combien de temps me faut-il pour accéder à mes données et aussi pour les récupérer? Parce que vous allez peut-être avoir des lecteurs. Les lecteurs de bande, c'est très bien, on stocke beaucoup de données dessus. Par contre, pour accéder à un fichier, ça met un petit peu de temps. Alors, il y a, une règle qui est vraiment la règle fondamentale en ce qui concerne la sauvegarde de données, qui est la règle des 3, 2, 1. C'est-à-dire que vous devez avoir 3 copies à jour, et je dis bien à jour, de vos données. Et je bois un coup. 3 copies à jour de vos données. Alors si c'est des photos, les photos, elles sont pas toujours à jour parce que vous faites la photo clic-clac une fois, vous la sauvegardez, terminé. Vous n'avez pas besoin de la mettre à jour. En revanche, si vous avez un dossier de travail en cours, hem, il faut le sauvegarder régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut le sauvegarder 3 fois. Parce que oui, quand on sauvegarde, c'est pas forcément une sauvegarde d'archives. C'est aussi une sauvegarde de travail, des documents de travail. Faut sauvegarder régulièrement vos documents de travail, sinon, bah, c'est pas parce qu'ils sont dans votre ordinateur que votre ordinateur heu, n'est pas sujet à une panne. Et il faut sauvegarder sur au moins 2 supports de nature différente. C'est-à-dire que vous devez sauvegarder donc vous avez vos données qui sont dans votre ordinateur. Ça fait un emplacement. C'est votre ordinateur, vous travaillez dessus, il est sur le disque dur de votre ordinateur. Il faut le sauvegarder sur un deuxième support qui va être, un disque, un CD par exemple. Ça peut être sur un disque externe, heu, pour peu que ce soit de nature différente.
Et si vous décidez de sauvegarder sur 2 disques externes, il faut que ces 2 disques soient de marques différentes. Pourquoi de marques différentes? Parce que si vous sauvegardez si vous avez une promo au magasin, vous allez à la Fnac, pour pas faire de pub, il y a une promo sur, des disques durs externes, à 50. Vous en achetez 2, pour le prix d'un, vous en avez 2. Sauf que si vous achetez ces 2 disques externes de la même marque, de la même série, pour peu qu'ils aient été produits dans la même usine, le même jour, par les mêmes machines, pour peu que l'un ait un petit défaut, l'autre a de grandes chances d'avoir le même défaut au même moment. Hem, on travaille, je suis pas dans une conférence senior, si, si. Même si vous êtes senior, vous pouvez travailler, sur vos dossiers en cours, vous pouvez travailler sur, votre généalogie avec vos logiciels de généalogie. Vous pouvez travailler sur des livres, quelque chose sur lequel vous êtes en train un livre que vous êtes en train d'écrire. C'est tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hem, il y a aussi une copie qui doit être stockée en dehors de chez vous. Donc c'est-à-dire que non seulement il faut vous taper la corvée de copier vos données sur 3 supports différents, et 1 et 2 et 3, mais en plus, il y a une copie que vous devez mettre autre part, pas dans votre maison et pas dans le même placard. Parce que, pour peu qu'il y ait un malheur qui arrive dans votre maison, bah, si vous perdez tout, vous perdez l'intégralité de toutes vos copies. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait une qui soit stockée chez quelqu'un d'autre. Chez votre fils, chez votre fille, chez votre mère, chez votre ami, ou dans un espace de stockage, quelconque à la banque ou vous savez là, des trucs qui s'appellent une pièce en plus ou chez Shurgard, ce genre de choses. Mais il faut qu'il y ait une copie qui soit pas chez vous. Je vais prendre le cas extrême, heu, un photographe qui avait, qui avait toute sa vie en photo, qui avait fait des photos sublimes. Alors lui, il avait bien suivi le principe. Il avait toutes ses photos qui étaient sur ses cartes mémoire. Il les avait sauvegardées sur 2 disques externes de nature différente, de marques différentes, mais il a tout mis dans la même sacoche et un jour, il s'est fait voler sa sacoche. Voilà. Donc dommage pour lui, il a absolument tout perdu. Alors, les supports, on va voir un petit peu les supports, qui sont à notre disposition pour sauvegarder nos données. Alors, la disquette, c'est non. Voilà, c'est clair, la disquette, c'est non. Pour plusieurs raisons. C'est que, ce n'est pas un support pérenne dans le temps Ça rentre plus. et alors si, ça existe encore, hein, on peut trouver maintenant des lecteurs de disquettes, mais déjà qu'à l'époque, quand on copiait une quand déjà à l'époque, quand on copiait un fichier Word, sur une disquette, on avait des sueurs froides parce que est-ce que la disquette, le lecteur de chez moi, il marche, mais est-ce que le lecteur de mon éditeur, il va bien lire cette disquette? On a tous connu des problèmes de: «Ah mince, la disquette elle passe pas, elle marche pas». Et aussi, il va falloir faire la différence entre un support de sauvegarde et un support de transport. Une disquette, c'est un moyen de transport des données, ce n'est pas un moyen de sauvegarde. Donc, si vous avez des disquettes dans le placard, c'est le moment ou jamais de les reprendre, de les mettre dans votre lecteur disquette et de les copier dans votre ordinateur. Parce que ce n'est peut-être pas trop tard. Ce n'est peut-être pas trop tard. Levez la main ceux qui ont encore des disquettes plein les placards. Ah, Olivier, de... Donc, ceux qui ont encore des disquettes dans les placards, si vous avez un lecteur de disquettes sous la main, bah, c'est le moment de regarder ce qu'il y a dessus et de copier vos données. Ça va être l'occasion de faire du ménage, de faire le tri. Euh, mais donc la disquette n'est pas un support de sauvegarde à proprement parler.
Et en plus de ça, au niveau de la place, on met 3 fois rien dessus. Donc c'est pas un bon support de sauvegarde. Clé USB ou carte mémoire. Alors, c'est pas terrible, surtout si vous mettez sur une seule clé. Ce n'est pas pérenne dans le temps et ça peut résister au choc, mais ça ne résiste pas à la perte. Et ça tolère généralement peu les passages en machine à laver. Parce que c'est très facile d'oublier une carte mémoire ou une clé dans un manteau, dans la poche de son pantalon, de passer ça à la machine à laver, et puis après, vous êtes embêté. Et puis c'est très facile de perdre une carte mémoire, surtout que maintenant elles sont toutes petites, les cartes mémoire, donc c'est très facile de les perdre. Surtout si vous mettez tout sur une seule clé. Et tout comme la disquette, la clé USB est un moyen de transport des données. Ce n'est pas un moyen de sauvegarde. Alors, bien sûr qu'à l'époque, quand les clés sont arrivées, c'était quand même super pratique. On va pas se le cacher. Surtout que, d'autant plus que les clés actuelles, je sais plus combien de gigas on peut en mettre, mais vous pouvez trouver pour un prix tout à fait raisonnable, une clé de 250 gigas. Ce qui est quand même, c'est colossal. Alors, on peut en mettre des vidéos, on peut en mettre des photos dessus, on peut en mettre des films, mais c'est pas un support de sauvegarde. Ou alors si vous vous amusez à faire ça avec des clés USB, ben, faites-le avec plusieurs clés de marques différentes, pour pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Heu et puis ça arrive, hein, qu'une clé, elle marche le lundi et puis le mardi, plus rien, en électroencéphalogramme plat, rien à rien, elle veut rien savoir, elle passe plus. Donc une clé USB, c'est pas terrible, mais ça peut faire l'affaire. Si c'est pas des données super importantes, ça peut faire l'affaire, de sauvegarder rapidement. Ensuite, il y a les CD ou les DVD. Alors, la taille, elle est limitée sur un CD, on peut mettre, jusqu'à 700 mégaoctets. Sur un DVD, on peut mettre 4,7 gigaoctets. Pour les DVD double couche, on peut mettre 8 gigaoctets. Et il existe, je crois et sur les Blu-ray, on peut mettre jusqu'à, je crois que c'est 50 gigas. Ça commence à faire pas mal. Mais un CD ou un DVD n'est pas véritablement pérenne dans le temps, parce que, donc c'est là maintenant que je rebondis sur ce que j'avais laissé en suspens tout à l'heure quand je parlais des CD. Les CD ou DVD ou disques optiques ont tendance à rouiller. C'est ce qu'on appelle le laser rot, littéralement la pourriture du laser. Si vous allez chercher dans vos placards des vieux CD que vous avez gravés, à l'époque, vous allez peut-être observer que sur les bords, il y a des taches qui apparaissent, ou même, à la surface du disque, il y a des taches qui apparaissent. C'est une oxydation qui n'était pas prévue à l'époque. Heu et c'est une oxydation naturelle qui endommage la surface du disque et qui rend illisibles vos données. Alors à l'époque, il y en a, alors les CD sont apparus il y a combien de temps? 30 ans. Déjà au bout de 10 ans, il commençait à y avoir les premiers disques qui souffraient de ce problème. Et même alors il y a des marques qui se targuaient de dire que oui, non, nos DVD, nos disques sont garantis à vie. Hem, Ça mérite quand même, une inspection régulière. Et donc si vous avez encore des CD gravés plein les placards, c'est l'occasion maintenant de les reprendre tous les uns après les autres et de les passer dans votre lecteur pour récupérer, pour mettre vos données qui sont sur les CD dans votre disque dur de votre ordinateur. Alors pourquoi est-ce qu'on mettait sur CD ou DVD à l'époque? Parce qu'à l'époque, les disques durs n'étaient pas aussi énormes qu'actuellement. À l'époque, moi je me souviens, un de mes premiers disques durs faisait 40 mégas. 40 mégaoctets. Et puis un jour, j'ai eu un disque de 1 giga. Alors là, j'étais la star de l'école, hein. J'étais la star du lycée. «Waouh! Tu as 1 giga, mais tu dois en mettre des choses». C'est Je énorme. C'est énorme, 1 giga. Et puis après, j'ai un copain, il avait un disque dur de 1 giga 7. Ah là, j'étais jaloux. Puis après, j'ai eu un disque de 4 gigas. On parle pas de clé USB là, on parle de disque dur.
Donc forcément, toutes nos données, tous nos jeux, tout ça, ça commençait à prendre de la place. Même si ça se comptait en mégas à l'époque, bah, tous ces mégas, fallait bien les mettre quelque part. Et quand on était assez riche, on arrivait à graver sur un disque. Je me souviens que les premiers CD, ça coûtait 100 francs à l'époque. Ça a coûté 100 balles. Et je peux te dire que quand la gravure foirait, on l'avait mauvaise, hein, donc, parce que c'était 100 balles de perdu. Fallait économiser 2 mois d'argent de poche pour s'acheter un paquet de 10 CD, et puis on croisait les doigts à la gravure. Donc maintenant, on a forcément tous les placards pleins de vieux CD sur lesquels on sait même plus ce qu'il y a. Donc c'est le moment maintenant, si vous avez des CD dans les placards, c'est le moment de les récupérer pour les mettre dans votre ordinateur, qui maintenant, votre ordinateur, il doit avoir un disque dur de 500 gigas ou 1 Tera ou 2 Tera. Maintenant, rares sont ceux qui ont les disques durs de l'ordinateur pleins. Bah, c'est le moment de les remplir avec vos données que vous allez re-sauvegarder ailleurs sur des supports plus pérennes. Et ça peut arriver que votre disque gravé ne passe plus sur votre lecteur. Parce que je me souviens que ben, les lecteurs modernes, les lecteurs de CD modernes ont parfois du mal à lire les vieux CD. Ça marche avec des CD de musique du commerce. Alors non, parce que ce n'est pas la même technologie. Si vous avez un vieux CD audio de Johnny Hallyday, il va passer encore. Parce que ce n'est pas du tout le même procédé de fabrication d'un CD audio ou d'un CD-ROM de manière industrielle que les disques gravés. Les disques fabriqués en usine, ils ne sont pas réinscriptibles et ils sont pressés dans une presse de la même manière que les vinyles. Donc les données sont physiquement gravées dessus en relief, à, comment dire, à l'échelle microscopique. Un, un CD que l'on peut graver, en fait, on ne fait pas une gravure physique en relief, c'est qu'il y a un support, donc il y a un support qui est sensible à la lumière du laser, qui va changer de couleur. Et donc ce changement de couleur va être interprété comme un 0 ou un 1. Et c'est justement cette capacité de changement de couleur, de changement comment dire, à l'état, à l'échelle moléculaire du support du disque qui va faire en sorte que vos données vont être pouvoir être inscrites dessus. Et c'est ça qui, dans le temps, peut finir par s'estomper. Alors, les disques durs externes, là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Il y a deux supports, deux types de supports. Il y a ce qu'on appelle le support magnétique et du support SSD. Donc un support magnétique, c'est un bon vrai disque dur à plateau. Mais donc ça a un très bon rapport qualité-prix, un rapport prix au giga. Oui, j'ai pas parlé, mais comment dire? Pour choisir votre support, bah, c'est comme le prix au kilo, il va falloir faire le rapport prix par giga de données. Donc un disque dur externe, c'est pour moi le meilleur compromis entre prix et espace. Mais c'est fragile. Raison pour laquelle il faut copier vos données sur 2 disques externes, 2 disques externes de marques différentes, heu, bah, du coup, pour maximiser vos chances que s'il y en a un qui plante et ben, l'autre ne risque pas d'avoir le même souci au même moment. Et par contre, c'est fragile. Donc c'est fragile parce que, alors pareil, à l'époque, c'était un support de transport de données. Parce que c'était, à l'époque beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'espace que sur une clé USB. C'est également plus rapide qu'une clé USB, mais ça reste fragile puisque ce sont des éléments mécaniques. Donc vous le prenez, vous le posez gentiment à côté de votre ordinateur, vous sauvegardez vos données dessus et ensuite vous allez le ranger tranquillement dans un placard. Ce n'est pas destiné à être trimballé dans un sac à main toute la journée. Parce que si vous le faites tomber, là, vous risquez de l'endommager et de ne plus pouvoir accéder à vos données.
Alors, si vous voulez pas, si vous avez peur d'endommager votre disque externe, il existe aussi le support SSD. Alors, un SSD, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est la nouvelle génération de disques durs. C'est-à-dire que ce n'est plus un disque mécanique qui tourne et, et- et qui a des têtes de lecture qui bougent dedans. C'est en fait une énorme carte mémoire. Alors, ça a un gros avantage, c'est que c'est très, très, très performant, c'est très, très, très rapide, mais ça a le même problème que les clés USB. C'est-à-dire que un SSD a besoin d'être branché régulièrement de manière électrique. Alors, ça tombe bien, si vous l'utilisez pour faire des sauvegardes tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est parfait. Un disque mécanique, vous pouvez le brancher un jour, l'oublier dans un placard 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous le branchez, il va fonctionner et vos données seront dessus, pour peu que vous ne l'ayez pas rangé à côté d'un énorme aimant. Un SSD ne craint pas les champs magnétiques. En revanche, il y a un phénomène que l'on peut qualifier d'évaporation des données. Les clés USB aussi ont ce problème-là, c'est-à-dire que la clé fonctionne, par contre, il y a un fichier sur lequel un fichier que vous vouliez récupérer et du jour au lendemain, il n'est plus lisible parce que à l'intérieur, je ne vais pas vous faire un détail technique, mais à l'intérieur des puces électroniques, les données peuvent s'évaporer. Alors pour ceux qui veulent les détails techniques, on en parlera en off plus tard, mais il y a l'image que l'on peut donner, c'est ça, c'est une évaporation des données. Donc un SSD, c'est bien, c'est rapide, ça ne craint pas les chocs, mais veillez à le brancher régulièrement électriquement euh, pour rafraîchir les données et pour redonner un petit peu de peps à vos données. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? En ligne par email. Ce n'est pas fait pour ça. Il y en a plein, il y en a plein qui s'envoient des mails à eux-mêmes pour sauvegarder ces données en ligne. Levez la main ceux qui le font. Je sais qu'il y en a qui le font. Donc, ce n'est pas fait pour ça. Un email, c'est voilà, je vois, il y a un 3-4 qui lève la main. Non, c'est pas fait pour ça. On sauvegarde pas ces données en ligne. Alors, à l'époque, pardon. Pourquoi il y en a qui font ça? Bah, c'est parce qu'à l'époque, les boîtes mail, elles étaient toutes petites. Donc, on était obligé de récupérer ces données sur son ordinateur pour les graver sur un disque. Mais maintenant, les boîtes mail, il y a de la taille à foison. Donc, les gens, ils s'envoient des emails avec des fichiers dedans. Et puis, bah, ils les laissent dedans. Ce n'est pas fait pour ça. Parce que tôt ou tard, vous allez engorger votre boîte mail. Et en plus de ça, pour récupérer un vieux fichier, tu me l'avais envoyé à quelle date? Et je sais plus. Ah mince, j'ai supprimé le mail parce qu'il fallait que je fasse de la place. J'ai viré tous les mails d'avant 2012. Mince, je l'ai plus. Donc ce n'est pas fait pour ça. Si vous voulez sauvegarder en ligne, ça c'est une bonne idée. Parce que ben, en ligne, ça résout pas mal de problèmes. Ça en introduit d'autres problèmes, mais c'est plutôt pas mal. Quand vous sauvegardez en ligne, ben, vos données sont pas physiquement chez vous. Vous en avez une copie dans votre ordinateur, mais physiquement, vos données sont sauvegardées dans un endroit où il s'assure de ce qu'il faut pour la pérennité des données. Et en plus, c'est pas chez vous. Donc, si votre maison brûle, vous perdez votre ordinateur, vos données sont pas chez vous. Vous pouvez y accéder n'importe où. Alors, euh, il y a des services payants, des services gratuits. Alors, vous avez Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox. Vous avez La Poste avec DigiPost ou iCloud. Sauvegarder en ligne, ça veut dire sauvegarder quelque part sur Internet. Alors, ça nécessite évidemment une connexion Internet. Et ça nécessite aussi une connexion autorisée depuis le pays dans lequel on se trouve pour accéder au service. C'est-à-dire que si vous sauvegardez vos documents importants, je dis n'importe quoi, vous sauvegardez vos photos dans un cloud, vous vous rendez à l'étranger chez votre copain, vous voulez lui montrer vos photos, et pas de bol, il habite dans un pays dans lequel eh ben, le service en question est interdit. Voilà. Eh ben, vous êtes un peu embêté.
Donc ça introduit tout un tas de problèmes qui sont liés, en fait, à la connexion internet. Ça introduit aussi des problématiques de débit. C'est-à-dire que si vous avez une connexion ADSL, dans la montagne, à dos de chèvre, vous allez mettre un temps fou pour sauvegarder vos données. Et si vous avez besoin de récupérer aussi vos données, eh ben, pour peu que votre connexion, ait un débit limité, vous allez mettre un temps fou. Donc là, on a la contrainte d'accessibilité aux données. Vous allez mettre un temps fou pour récupérer vos données. Et du coup, la quantité de données que l'on peut envoyer ou recevoir dépend de la qualité et de la vitesse de connexion. Il y a un autre souci, c'est que la société, chez qui vous allez, mettre vos données, elle peut mettre fin au service à tout moment. On l'a vu avec Amazon. Amazon avait un service de cloud et ils ont décidé, bon, ben maintenant, dans 3 mois, on coupe le service, tant pis pour vous. Voilà. Récupérez vos données parce qu'on va fermer le service. Donc, si vous n'étiez pas au courant, 3 ans plus tard, vous dites: «Ah, j'avais des trucs, dans mon cloud», vous allez dessus et puis vous voyez, service fermé. Ah! Donc ça nécessite quand même de se tenir au courant sur le service que vous utilisez. Et aussi, la société peut changer le tarif à tout moment. C'est-à-dire que quelque chose qui était gratuit peut devenir payant, quelque chose qui coûtait 10 balles peut coûter, 50 balles. Ça peut changer. Hem Et puis, il y a aussi une question d'éthique et de confiance. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez vraiment, mettre vos données chez Microsoft, sachant que vos données peuvent se retrouver, aux États-Unis? Vous ne savez pas si, s'ils vont pas, fouiller dans vos données. Alors, en vrai, ils s'en foutent, hein. En vrai, ils s'en foutent, ils passent pas leur temps à fouiller dans les données de tout le monde. Ça fait des quantités colossales, ils ont pas que ça à faire. Mais, il y a une relation de confiance, de savoir: est-ce que je suis prêt à mettre mes données dans une société et je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils vont les mettre? Ou alors, est-ce que je vais préfère mettre mes données chez La Poste, qui ont un service Digipost, qui est un système de coffre-fort en ligne qui marche très bien. Certaines entreprises mettent comment dire? Les fiches de salaire dans un espace chez La Poste. Donc du coup, elles sont plus dans l'entreprise, elles sont pas complètement chez vous. Elles sont dans un endroit sûr puisque ce sont des données, qu'il faut maintenir, toute sa vie. Donc ils les mettent là-dedans et Digipost, dans leurs conditions générales, ils mettent, voilà: «Nos serveurs sont en France et sont accessibles depuis la France». Vous pouvez aussi sauvegarder chez Apple. Moi perso, j'utilise, Google Drive et OneDrive, avec un service payant chez OneDrive. L'avantage, c'est que, bah, je fais confiance à ces sociétés et j'accepte que, mes données soient, aux États-Unis ou je sais pas. De toute façon, j'ai rien à cacher. Voilà. Hem, Sinon, si cette histoire de sauvegarde, si vous voulez aller plus loin dans la sauvegarde des données et que l'on approfondisse ces histoires de cloud, il va y avoir un webinaire Movadom, ça tombe bien, sur sauvegarder ces données. Là, on va vraiment regarder plus en détail comment fonctionnent ces systèmes de cloud et on parlera de NAS. Parce que le NAS, je vous en parle pas maintenant, mais c'est une solution qui a absolument tous les avantages que l'on vient de citer et qui résout toutes les problématiques que l'on a soulevées. Donc moi, heu, je vous donne rendez-vous, ce sera je sais plus quand, dans quelques mois, pour le webinaire «Sauvegarder ses données» de Movadom. Maintenant, on va parler du VPN. Alors j'ai encore un peu de temps, de toute façon, j'ai fait le plus gros, ouais, j'ai encore un petit peu de temps. VPN, levez la main ceux qui savent ce que c'est qu'un VPN ou qui ont entendu parler de VPN. Alors, un VPN, qu'est-ce que c'est? C'est un Virtual Private Network. Bon, on est bien avancé avec ça. Alors, en entreprise, que je vous explique d'où ça vient.
En entreprise, à l'époque, il fallait tirer des lignes dédiées entre le siège et les agences et ça coûtait cher. C'est-à-dire que vous avez une agence qui est, à l'autre bout de Paris et ben, si vous vouliez relier le réseau informatique de l'agence et celui du siège, il fallait demander à France Télécom de tirer une ligne physique, un vrai câble qui va du siège, qui passe par les égouts, qui est tiré et qui passe par tous les tunnels jusqu'à l'agence. Donc ça marchait très bien, mais ça coûtait une fortune. Et puis un jour, il y a Internet qui est arrivé et avec le VPN, cette ligne directe, elle est devenue virtuelle parce que les données, elles empruntent un tunnel imaginaire, un tunnel virtuel à travers Internet. Et seuls l'émetteur et le destinataire peuvent décoder les données qui y transitent. Donc, c'est un logiciel qui s'installe sur plusieurs appareils reliés à Internet. Et une fois qu'on active ce logiciel, ils se mettent tous d'accord, tous les ordinateurs se mettent tous d'accord, et ils créent un tunnel virtuel. C'est comme si vous mettiez un tuyau à l'intérieur de votre tuyau. Et vos données vont passer à travers votre petit tuyau dans ce plus gros tuyau. C'est comme si au lieu d'avoir un train de marchandises et d'avoir des rails à poser entre deux villes, eh ben, vos données, vous les mettez dans plusieurs camions, mais des camions verrouillés, des camions coffre-fort. C'est le même raisonnement. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une route rien qu'à vous sur laquelle il n'y a que vos voitures qui passent, eh ben, vous prenez les nationales et les autoroutes publiques. Par contre, ce sont vos camions qui, eux, sont impénétrables. Alors, pour les particuliers, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai besoin d'un VPN? Vous n'avez pas besoin de VPN, mais ça existe. Vous risquez d'en avoir besoin. Demandez à vos enfants, eux, ils savent très bien à quoi ça sert. On va en parler juste après. À vos enfants ou vos petits-enfants. Donc, pour les particuliers, le logiciel crée un tunnel entre vous et un serveur prestataire qui est situé quelque part, et même dans un autre pays. Et c'est ce serveur qui sera visible à votre place auprès des services que vous consultez. Vous pouvez vous connecter de manière plus sûre à vos services privés, banque, email, etc. Vous pouvez naviguer de manière anonyme et les services consultés auront du mal à retrouver qui vous êtes. Par exemple, si vous cherchez des billets d'avion ou des billets de train, il y a des services en ligne, des sites de vente de billets qui arrivent à reconnaître votre adresse IP et à reconnaître votre navigateur et se disent, tiens, vous avez cherché un billet pour Acapulco. Ouais, vous ne l'avez pas pris. OK. Vous revenez le lendemain pour dire Acapulco, ça me plaît bien, j'ai vu des billets, ils étaient à 300 balles, c'est pas cher. Et là, le site de l'agence de voyage vous voit revenir, vous dit ah, t'as pas pris le billet à 300 balles, bah maintenant il va coûter 350 euros. Oh, chérie, faut qu'on se dépêche là, les billets ils ont augmenté. Attends, je suis en train de voir une autre offre, on retourne demain. Bon, et le lendemain, vous retournez sur ce site. Et le billet, hop, il est passé à 400 euros. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Le billet, c'est l'agence qui définit le prix parce qu'elle vous voit venir, elle vous voit repartir, elle vous voit revenir, elle vous a identifié, elle sait que c'est vous. Alors, elle ne sait pas qui vous êtes exactement, elle s'en fout de votre identité, mais elle a repéré votre petit manège qui vient de votre adresse IP. Donc, si vous vous connectez avec un VPN, vous n'allez pas vous connecter avec votre adresse IP de votre maison au service que vous consultez, mais vous allez emprunter en fait l'adresse IP d'un serveur du prestataire. Et donc pour le site de l'agence de voyage, c'est comme si à chaque fois c'était une personne différente. Donc le lundi, le billet pour Acapulco, il est à 300 euros. Vous prenez un VPN le mardi, vous vous faites passer quelque part pour quelqu'un d'autre, et le billet, il sera à nouveau à 300 euros. Parce que l'agence de voyage va considérer que, tiens, c'est une autre personne qui veut partir à Acapulco et non pas le pigeon qu'on a vu venir 3-4 fois à qui on va faire gonfler le prix artificiellement. Vous pouvez changer votre adresse IP, donc vous faire passer pour un internaute d'un autre pays et consulter du contenu qui est normalement réservé au pays en question.
C'est pratique quand vous voyagez à l'étranger pour consulter les sites français. Par exemple, si vous avez l'habitude de consulter vos actualités sur le site de Libération ou du Monde ou ce genre de site, sachez que les sites d'information français sont parfois réservés aux internautes français. Et c'est pareil aussi pour certains sites d'information américains, pour certains sites d'information belges ou ce genre de choses. Il y a certains sites dont l'information est réservée aux internautes d'un même pays. Et quand vous êtes à l'étranger, que vous essayez d'accéder, si vous partez en Suisse et que vous essayez d'accéder aux services que vous consultez généralement en France, ben, le site d'information va dire: Ah, nous avons détecté que vous venez depuis la Suisse, ce service est réservé aux internautes français, au revoir. Donc là, vous enclenchez votre VPN, vous allez choisir dans quel pays vous voulez apparaître, et vous allez pouvoir vous connecter ensuite au service en question, puisqu'en fait, ce n'est pas vous qui vous connectez directement, mais vous vous connectez par l'intermédiaire d'un autre serveur qui, lui, va apparaître en France. Et c'est pratique aussi, du coup, si vous êtes à l'étranger, c'est aussi pratique si vous êtes dans un hôtel ou si vous êtes dans une connexion que vous n'êtes pas chez vous et que vous souhaitez accéder à vos services de banque, d'email et tout ça. Ça vous permet de sécuriser votre connexion et éviter qu'il y ait quelqu'un qui soit au milieu et qui puisse intercepter vos données. Alors, je vais agiter l'épouvantail. Oui, ça peut arriver. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs prestataires, j'en ai trouvé 3, c'est les 3 les plus gros. Il y a ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN. Vous voyez, chacun ont plusieurs serveurs. Alors, ils ont 3000 serveurs dans le monde, dans 94 pays. Ils ont des offres à peu près similaires. Donc là, il y a aussi un autre qui s'appelle TunnelBear. Et vous voyez, on reprend l'exemple. Donc, vous étiez en Suisse, vous vouliez accéder au service français. Vous prenez un tunnel dont l'entrée est en Suisse, pouf, et vous ressortez en France. Voilà. Et vous pouvez prendre un tunnel qui est, si vous voulez, si vous voulez consulter des services qui sont réservés en Irlande, vous prenez le tunnel de France, pouf, et vous ressortez en Irlande. Ça sert à ça, en gros, un VPN. On va parler maintenant domotique. Alors, la domotique, c'est tous les objets intelligents que vous branchez dans votre maison. Maintenant, tout est connecté, absolument tout est connecté. Même moi, j'ai un autocuiseur Wi-Fi, top du top. Ça marche très bien, il est Wi-Fi. Mais vous avez aussi tout un tas de gadgets, tout un tas de gadgets qui sont Wi-Fi ou qui sont connectés. Euh, Faites attention aux objets intelligents que vous branchez dans votre maison. Alors vous allez me dire: «Ah, t'es bien gentil, mais comment ça, faire attention? Ça veut dire quoi? Fais gaffe aux objets intelligents que vous branchez dans votre maison». Il se trouve que des gens mal intentionnés, alors oui, je vais agiter l'épouvantail. Oui, j'agite l'épouvantail, n'ayez pas peur, mais sachez que ça existe. Des gens mal intentionnés peuvent s'introduire dans votre réseau à travers des failles de sécurité des appareils connectés. C'est-à-dire que Heu, si vous habitez dans un quartier connu pour avoir des hackers qui rôdent dans les rues, des gens mal intentionnés qui savent ce qu'ils font, peuvent se connecter par l'intermédiaire de votre objet connecté dans votre réseau dans le réseau de votre maison. Donc quelqu'un qui sait que moi j'ai mon autocuiseur Wi-Fi peut très bien détecter de l'extérieur que j'ai cet autocuiseur Wi-Fi, qui a une faille de sécurité, et à travers l'autocuiseur, ben, peut rentrer dans le réseau de ma maison et faire son petit travail de hacker, s'introduire dans mon ordinateur, faire ce genre de choses. Ça existe. Le pire, c'est les caméras de sécurité. Il y a eu des gros scandales à ce niveau-là, au niveau des caméras de sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'est démocratisé. Vous pouviez acheter des caméras de sécurité de marque quelconque. C'est fourni avec une application dans votre téléphone et de n'importe où, vous pouvez accéder et voir en direct ce qui se passe dans votre maison. Le souci, c'est que c'est pas les caméras qui n'étaient pas sécurisées, c'était la connexion entre les caméras et le serveur du fabricant.
Et il y a des petits malins qui ont compris comment ça marchait. Et grosso modo, euh, n'importe qui connaît l'astuce, sans même avoir besoin de compétences extraordinaires, n'importe qui pouvait accéder aux caméras de sécurité de n'importe qui. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc, si quelqu'un arrive à trouver où vous habitez, euh, bah, il peut savoir quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. C'est un peu dommage. Vous voyez? Alors, une maison truffée de gadgets qui tombe entre de mauvaises mains peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que si vous avez une porte connectée, si vous avez une alarme connectée, si vous avez des caméras de surveillance connectées, si vous avez tout un tas de trucs connectés, du jour au lendemain, quelqu'un qui arrive à s'introduire chez vous via votre Wi-Fi, c'est-à-dire que si vous... Voilà, on va faire le tableau d'honneur des cancres. Chez vous, vous mettez Wi-Fi famille Durand. Donc, le gars qui passe dans la rue, il dit: Ah, la famille Durand, c'est eux. Le Wi-Fi, c'est ça. Il arrive à craquer le Wi-Fi, il rentre chez vous, il voit que vous avez un système d'alarme connecté, que vous avez tout un tas de trucs connectés. Le gars, s'il veut, il peut vous empêcher de rentrer chez vous. D'accord? Ou alors vous faire crever de chaud ou vous faire crever de froid. Vous voyez? Donc, c'est un scénario catastrophe. Ça peut arriver. Le souci, c'est que au niveau de votre assurance, si quelqu'un arrive à rentrer chez vous en ayant craqué le Wi-Fi et en ayant désactivé votre système de sécurité et votre porte d'entrée connectée, bah, c'est un vol quelque part sans effraction. Alors, allez prouver ça à votre assurance. Vérifiez auprès de vos assurances s'il y a une clause une clause qui dit que vous êtes couvert ou pas couvert suite à une infraction commise par une attaque informatique. Ça, c'est quelque chose qui est encore mal intégré dans les assurances et en règle générale, ils ne couvrent pas ça. Alors oui, c'est un scénario catastrophe, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Pareil, il y a eu on connaît des cas d'inondation. Quelqu'un qui avait une maison en Normandie qui avait branché des robinets connectés. Donc depuis chez lui, ou depuis l'extérieur, il pouvait lancer l'arrosage automatique. Et ce système a eu une défaillance et il y a eu une inondation chez lui. Et l'assurance a dit: ben non, vous avez mis une électrovanne qui n'est pas dans la liste des marques que l'on connaît. Bah oui, mais dans les marques que vous connaissez, on peut pas les faire clic-clac à distance. Oui, mais c'est pas une marque qu'on connaît, donc on n'assure pas. Une grande marque n'est pas forcément plus sûre, hein. Je parle comment dire, des caméras de surveillance. Il y a eu des grandes marques, je crois que c'était Netgear, pour pas les nommer, c'est quand même une grande marque. Ils ont fait de la merde, hein, à ce niveau-là. Ils ont clairement été cancres à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout, bien géré leur caméra de sécurité. Alors elles étaient super pratiques, hein, ça marchait très bien, mais ça marchait très bien pour tout le monde. Donc c'était un petit peu dommage. Voilà. Euh, non, si, non, c'est fini. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Comment dire, c'est encore un vaste sujet que l'on peut développer. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. Alors n'ayez pas peur non plus c'est pas une raison c'est pas non plus une raison pour ne rien acheter. Ah oui, Google Home. Bah, très bien. Alors il y a Alexa. euh, oui, non, mais je te parlais pas à toi. Voilà. Donc nous, on a une via Linky. Non, alors Linky, non. On va être clair une bonne fois pour toutes.
Linky, ce n'est pas mauvais pour la santé. Ça ne fait pas. C'est impossible. Je me suis renseigné sur la question. Euh, Linky ne fait pas ne fait pas de remontée. On ne peut pas hacker votre maison via Linky. Ce n'est simplement techniquement pas possible. Linky, lui, il s'occupe juste de savoir quand est-ce qu'il y a de la consommation plus ou moins de watts, et puis il envoie ça à EDF. C'est tout. Et Linky n'émet pas d'ondes mortelles pour la santé. C'est démontré. Peut-on avoir un Wi-Fi sans box? Oui, il est tout à fait possible d'avoir un Wi-Fi sans box. Ça, c'est quelque chose que je fais. Je fais des installations Wi-Fi directement dans votre maison. Ça, c'est quelque chose que je fais pour les particuliers. C'est-à-dire qu'il faut avoir, si vous avez une grande maison ou un grand appartement, vous allez peut-être mettre des répéteurs branchés sur les prises un peu partout. Et ça, en règle générale, c'est pas super comme installation parce que la qualité, elle est pas terrible. Si vous ne faites pas confiance au 35 mètres carrés, ça va. 35 mètres carrés, ça passe. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez si vous voulez avoir un Wi-Fi sans passer par la box, il faut acheter ce qu'on appelle un routeur Wi-Fi ou une borne Wi-Fi. Auquel cas, vous allez dans les paramètres de la box, vous pouvez désactiver le Wi-Fi de votre box et brancher au cul de votre box votre routeur Wi-Fi. Et du coup, ce sera ce routeur Wi-Fi que vous allez paramétrer et sur lequel vous allez vous connecter. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir un Wi-Fi qui ne passe pas par la box. Je n'ai qu'un appareil connecté, il aboie très fort, ah, peut-être. Oui, alors vous voyez tout ce genre de ce gadget. Oui, moi j'ai une seule prise connectée qui est accessible via Alexa. Donc, donc oui, Alexa, on peut lui demander tout et n'importe quoi. Il suffit que quelqu'un, en fait, suffit que quelqu'un crie très fort par la fenêtre et il dit Alexa, allume les lumières. Voilà, et elle comprend, hein. Donc, sachant que Alexa et Google nous écoutent en permanence. Vous voyez, bah tiens, la preuve. J'ai dit Google et C'est lui et ça le elle plus s'allument. dangereux. Logiquement, oui, il nous écoute, même en veille, puisqu'il attend le signal pour sa... Bah voilà. Mais ça veut pas dire que tout ce qu'on dit, ça veut pas dire que tout ce qu'on dit est envoyé à Google ou à Alexa. En fait, elle écoute tout le temps juste pour savoir si quelqu'un va prononcer le mot magique. Alexa, est-ce que Julien a fait une bonne visioconférence? Oui, c'était une belle visioconférence très intéressante. Oui, tu parlais du Wi-Fi sans box avec un routeur derrière la box, mais en fait, la personne n'a pas de box du tout. T'as pas de box? Bah t'as Internet comment alors? Parce que à l'époque, les box ne faisaient pas Wi-Fi. Et pour avoir du Wi-Fi, il fallait mettre un routeur. Et maintenant, ils ont intégré Avec le téléphone, oui, avec le téléphone. Ah bah dans ce cas-là, c'est ton téléphone qui fait office de passerelle Wi-Fi. 4G, voilà, c'est ça. Transforme la 4G en Wi-Fi pour les ordinateurs portables dans la maison. Voilà. Sinon, ils vendent des box 4G aussi, des opérateurs mobiles. Oui, sinon il existe des petits routeurs 4G qui sont gros comme un paquet de cigarettes et qui marchent dans tous les sens, c'est-à-dire ils captent la 4G et ils vont fournir du Wi-Fi, ils captent la 4G, ils vont fournir du réseau câblé, ou à l'envers, ils captent du Wi-Fi, ils vont redonner du Wi-Fi, ou ça marche dans tous les sens. Ça coûte une cinquantaine d'euros et c'est des vrais petits bijoux. Mais sinon, vous avez des trucs qui sont gros comme une boîte de Tic Tac. Et il y a une puce 4G dedans et vous allez pouvoir mettre votre puce 4G dedans, voir avec votre opérateur et vous pouvez avoir du coup du Wi-Fi dans votre maison, enfin du Wi-Fi à côté de là où vous avez besoin, en passant par la 4G et bientôt la 5G. Parfait, parfait. Est-ce que vous avez d'autres Merci. questions?
On va peut-être ouvrir les micros dans quelques instants. Je vais clôturer cette visioconférence pour nos amis sur YouTube. Je vous invite à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien ici. Sinon, vous cliquez sur le petit bouton bleu. Comme d'habitude, on vous parle de tous nos autres projets. Donc, c'est nos visioconférences. Vous pouvez vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. Le podcast de Gwendoline, ça c'est tout nouveau, go.movadom.com/podcast, podcast réalisé avec Isabelle Palassin. Le livre audio du déménagement des seniors entre Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, donc sur movadom.com/livre. Et puis retrouver toutes nos visios enregistrées depuis un an, avec toutes nos belles statistiques là, que Gwendoline a dévoilées sur la chaîne Gwendoline Cotrez. Et vous retrouvez toutes les thématiques, vous avez les playlists par thématique, vous avez toutes les visioconférences et vous pouvez revoir tout ce qui a déjà été réalisé. Et celle d'aujourd'hui sera sur la chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine. Et surtout, partagez les vidéos. Ne les gardez pas pour Partagez, vous. likez, mettez des petits pouces comme Partagez on la dit. chaîne, partagez toutes les vidéos, Invitez les envoyez-les à amis. vos copines, parce que c'est vraiment du contenu de qualité qui mérite d'avoir une belle audience. On se retrouve demain matin, ce sera moi avec Gwendoline, à 10h30, donc pour gagner de la place chez soi, comment gérer un petit peu son logement. L'inscription, c'est sur movadom.eventbrite.com, comme d'habitude. Et puis, encore merci à Julien et merci au département de la Seine-Saint-Denis pour le financement de cette visioconférence. Oui, Cathy, demain, on retrouve enfin Gwendoline. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.